Bonsoir à tous. Après le professeur de philosophie Franklin Nyamsi qui était sur ce plateau il y a quelques jours, nous recevons ce soir une invitée spéciale sur le plateau du grand débat. Il s'agit de Nathalie Yamb, une autre figure de la lutte anti-impérialiste qui est à Niamey depuis quelques jours. Avec notre invité et bien d'autres activistes de la lutte anti-impérialiste, nous allons parler de la conférence animée par Nathalie Yamb sur le thème « La division arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines, comment l'AES peut y faire face ». Un thème développé à Dosso devant la jeunesse de la cité de Jarmakoy et ici à Niamey, à la place Abbé, au campus de l'université Abdou Moumoun de Niamey, face à des dizaines et des dizaines d'étudiants et ensuite dans la grande salle du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, devant un public nombreux venus soutenir tous les activistes de la cause anti-impérialiste. Nos invités sont donc Madame Nathalie Yamb, défenseur de la souveraineté africaine, leader d'opinion panafricaine. Monsieur Abdraman Oumarou, président Urgence panafricaniste, et Monsieur Ablaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, coordonnateur national du mouvement M102. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la lutte anti-impérialiste que vous menez durant des années pour libérer le continent africain de l'emprise de l'impérialisme occidental et beaucoup plus les États de l'Alliance du Sahel dans leur noble combat pour l'affirmation de leur souveraineté. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme occidental? En quoi l'impérialisme occidental est une arme de division pour briser les luttes africaines? Comment les États de l'AES peuvent faire face à l'hégémonie de l'impérialisme occidental? Qu'est-ce que la jeunesse de ces trois pays doit faire pour soutenir les trois chefs d'État de l'AES qui militent pour l'affirmation de la souveraineté totale de leur pays? Ce sont là plusieurs sujets qui feront l'objet de notre débat. Un débat que nous entamons avec cette question directement posée à Nathalie Yamb. Madame, pourquoi vous êtes à Niamey? Déjà, merci de me recevoir. Je suis à Niamey parce que Niamey, c'est chez moi. D'accord. Voilà. Très bien. Je suis connue comme étant la chevalière de Niamey. D'accord. Je reviens toujours avec grand plaisir ici. J'y séjourne comme à la maison. D'accord. Et c'est aussi parce que c'est le centre névralgique du combat le plus important qui se passe en ce moment sur notre continent. Okay. La reconquête de nos pays, la reconquête de nos ressources et la définition pérenne dans le temps de la souveraineté. C'est ici et dans les pays frères d'à côté, le Mali et le Burkina, que ça se passe. D'accord. Et donc, je pense qu'il est important de montrer notre solidarité, de venir faire notre part. C'est ce que chacun doit faire. D'accord. Je voyage beaucoup. J'étais il y a peu de temps à l'université de Nairobi. Et je me rends compte dans mes voyages dans le continent africain que tous les regards sont portés sur l'AES. Oui. Tous les espoirs sont portés sur l'AES. Il y a aussi naturellement beaucoup de gens qui ont peur de ce qui se passe à l'AES parce que ça met en danger leurs intérêts. Et donc il y a un besoin constant d'expliquer, de mobiliser, de faire des plaidoyers, d'attirer les attentions, de prévenir, de communiquer pour bien expliquer les enjeux, bien identifier les défis et bien penser les solutions. Et c'est pour ça que je suis là. Pour vous, hein, je pose la question, Niamey est le centre névralgique de cette lutte. Hein? Ah oui, tout à fait. Et pourquoi vous le dites? C'est le centre névralgique parce que on constate que d'abord, aucun pays en Afrique, d'ailleurs aucun pays dans le monde, à part le Vietnam, n'a réussi à faire dégager l'armée française et à faire dégager l'armée américaine. En même temps, hein? Coup sur coup. Ouais. Il n'y a pas d'autre pays. Le Vietnam l'a fait. C'est vrai là-bas au prix de guerre. Bien sûr. Et d'une vraie guerre physique et des millions de victimes. Hein? Et des victimes en masse. Le Niger a réussi à faire dégager ces deux puissances impérialistes occidentales dans la foulée, coup sur coup, sans avoir à faire couler une goutte de sang. D'accord. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et pas seulement en Afrique, qui rêveraient de faire la même chose. D'avoir les capacités, le leadership nécessaire pour le faire, d'avoir des populations qui ont la résilience et qui ont la souveraineté tellement ancrée en eux qu'ils se sont mobilisés
et qu'ils ont réussi à faire dégager ces gens-là. L'histoire le retiendra pour des siècles et des siècles. D'accord. Merci. Madame, on va rentrer dans le débat. Vous avez animé plusieurs conférences à Dosso, à la place Amadou Boubacar au campus de l'Université de Niamey et à Mahamat Gandhi. Pourquoi cette conférence et pourquoi le choix du thème? Alors, le choix du thème, parce que c'est une arme qui a été utilisée en permanence depuis des siècles par les Occidentaux. Les Occidentaux ont très vite compris que diviser était la meilleure façon de régner et de durer. Chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des volontés d'émancipation, des volontés de maturation de peuples qu'ils avaient auparavant soumis, ils ont divisé pour régner. Et nous sommes actuellement en pleine phase de cela. Ils ont été battus dans le domaine de la présence militaire sur place ici. Mais ça ne veut pas dire que notre adversaire est statique. Ça ne veut pas dire qu'il encaisse les coups et qu'il reste immobile. Il s'adapte. C'est ça. Il se reforme. C'est une hydre. On coupe une tête, il y en a une autre qui bien pousse. sûr. Et je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas arrivé près du but. On est au début d'une longue guerre. Et souvent, les gens sont impatients. Ils se disent, bon, ben ça va, les Français sont partis, les Américains sont partis, maintenant on veut du travail, on veut... Mais ce que j'explique dans ces conférences, c'est que l'État, la réforme fondamentale qui est en train de faire, la refondation qui est en train d'être faite, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est Angela Davis disait que le radicalisme, c'est d'aller arracher les racines du mal et les enlever. Et c'est ce qui est en train d'être fait ici. C'est pas des opérations de cosmétique. Bien sûr. Et donc un État c'est pas un petit vélo qu'on freine et puis on tourne. Un État, c'est un gros paquebot qui, même quand il freine, même quand il veut tourner, quand il freine, il continue quand même d'avancer, porté par son poids, porté par la houle, par la vague, Donc, c'est pas un long fleuve tranquille. Et si certaines personnes peuvent penser que ça stagne ou on tarde à avoir les fruits, alors ils sont pas du tout... C'est en un an que le Niger a fait ce que d'autres États n'ont pas fait en 60 ans. Ça, c'est sûr. En un an, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont faites qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on est dedans. Et j'ai pensé que c'était important avec mes camarades, avec vos amis, voilà, de venir bien expliquer aux uns et aux autres que les défis sont nombreux et que nous sommes dans un mouvement de refondation, mais qu'il faut de la patience, de la résilience et de l'intelligence. D'accord. Merci, madame. Ablaye, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Pourquoi cette conférence et pourquoi le choix du thème? Parce qu'elle l'a dit, vous étiez à côté d'elle, que ce soit à Dosso ou à la place AB et puis à Mahamat Gandhi. Voilà. Je pense qu'elle a eu à le dire. Ce que je relèverais, c'est que ce besoin d'ailleurs de conscientiser nos populations, nos camarades, qui sont dans une lutte âpre, permanente, depuis les événements du 26 juillet, sinon bien avant, contre l'impérialisme et qui doit se matérialiser par la défense de notre souveraineté, nos intérêts stratégiques, et faire face au terrorisme qui est un phénomène importé et imposé pour pouvoir, n'est-ce pas, nous dominer et prendre le contrôle de nos ressources. Donc dans ce contexte-là, on sait que ce qui a été toujours l'arme utilisée par l'impérialisme pour mettre en œuvre ses plans, c'est véritablement la division. Donc déjà à sa dernière visite, on avait souhaité aborder en réalité cette thématique-là, mais son calendrier ne lui avait pas permis. Et on a continué à garder le contact pour échanger, parce qu'elle avait pris l'engagement de revenir plus tard et on va faire ça. Et donc c'est dans ce sens que... Et aujourd'hui c'est chose faite. Et on aurait même souhaité en réalité aller au-delà de Dosso. Mais malheureusement, son calendrier, le programme ne lui permet pas parce qu'elle a d'autres voyages, d'autres engagements et tout. À une autre occasion aussi, les autres régions nous en... Mais quand même, elle rattrape à travers ce débat que vous êtes en train de faire. Donc pour nous, c'est extrêmement fondamental. C'est quand même un privilège de l'avoir. Et de la recevoir sur le plateau du Grand Débat. Tout à fait. Et donc, c'est extrêmement important aujourd'hui. Le Niger,
tous les yeux sont braqués sur le Niger par rapport à ce combat depuis le 26 juillet. Et au-delà du Niger, de l'AES, parce que nous sommes dans la Confédération des États-Unis et des États du Sahel, avec l'ambition d'aller vers la fédération, parce que c'est ce que les traités instituent comme ambition. Et donc, parce que l'histoire, c'est quoi son importance? C'est qu'elle doit nous permettre justement de tirer les leçons. Et donc on regarde dans les rétroviseurs et on regarde également le comportement des uns et des autres pour pouvoir échapper au piège. Et aujourd'hui, l'impérialisme est véritablement dans... Elle avait dit, c'est une hydre. C'est une hydre et dans cette dynamique-là. Et elle utilise tous les facteurs pour diviser. Diviser beaucoup de facteurs. Et ces notions de démocratie, des droits de l'homme, en réalité, sont des notions qui n'ont pas des valeurs strictes universelles. Vous comprenez, quelque part, des présidents qui tuent, qui malmènent leur population, qui bâillonnent, permettez-moi l'expression, comme l'a dit Sankara, qui bâillonnent leur peuple. Mais pour les Occidentaux, ce sont des démocrates, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a un dirigeant qui défend les intérêts de ces populations, celui-là, on le présente comme étant un dictateur, n'est-ce pas? Et on manipule des structures organisées, des forces organisées internes. On essaye de mettre en surface ou de donner plus de force peut-être à certaines insuffisances en termes de gouvernance interne pour opposer les uns et les autres dans l'espoir de pouvoir fragiliser, n'est-ce pas, la gouvernance à l'interne et opérer ce qu'ils ont toujours y à opérer, c'est-à-dire l'assassinat des leaders qui portent cette lutte anti-impérialiste. C'est comme ça ils l'ont fait avec les Lumumba, avec les Thomas Sankara, avec les Kadhafi et même ici avec le président Barré. C'est ça le truc quotidien de l'impérialisme. Donc il est extrêmement important que nous, au Niger aujourd'hui et au-delà du Niger, la Confédération des États du Sahel, prennent conscience que cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte véritablement qui requiert de nous beaucoup de vigilance, beaucoup de patience, beaucoup comment il s'appelle, d'incompréhension, et beaucoup de compréhension du moins, parce que comme elle a eu à le dire tout à l'heure, la gestion d'un État, c'est vraiment complexe. Une œuvre de longue haleine. Une œuvre de longue haleine. Détruire, en un rien de temps on peut détruire, mais construire, c'est un processus qui prend du temps et qui requiert véritablement l'unité des filles et des fils autour de cet objectif-là, de cet idéal-là, et que chacun puisse apporter sa contribution pour pouvoir atteindre l'objectif sans pour autant oublier que l'ennemi d'en face a plusieurs manières de pouvoir saboter ce que nous sommes en train de faire. Blay, permettez-moi, je vous donne juste un exemple en termes d'illustration. Et moi, même pas plus tard que la semaine passée, j'en ai été victime. On avait fait un point de presse récemment, la semaine s'est passée, où dans le point de presse, on a apprécié la libération des détenus politiques dans le cadre civil et militaire. Et donc, RFI, qui est un instrument de l'impérialisme, nous appelle pour nous dire, la Radio France Internationale, pour dire que bon, ils ont suivi notre déclaration, ils veulent savoir un peu plus c'est quoi. Voilà pourquoi on apprécie la libération, il veut savoir, etc., des détenus politiques, civils, militaires. On a rappelé qu'il s'agit d'une recommandation des assises nationales et que cela participe à renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale et la réconciliation. Et que donc on avait demandé également que cette mesure-là puisse profiter à deux camarades dont on a relevé, le camarade Moussa Tchangari, acteur de la société civile, et Alassane Tinikar, qui est un acteur politique. Ils nous ont posé la question, et le cas est l'ancien président Bazoum. Nous avons dit que pour lui, sa libération constitue une menace à
la sécurité du pays et à la dynamique actuelle. Tant qu'il est dans la posture dans laquelle il est, parce qu'il constitue un instrument, on a l'exemple du Venezuela, où l'impérialisme a créé un gouvernement parallèle, des institutions parallèles qui vont continuer à rester, mais malheureusement, grâce à la détermination du peuple, heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas pu asseoir leur truc. Donc Bazoum libéré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va aller dans une dynamique de faire un gouvernement parallèle, des choses et qu'ils vont essayer de continuer leur manœuvre et que ce n'était pas possible. Mais ils ont posé la même question à un autre acteur qui dit oui, il doit être libéré, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut un article pour dire certains acteurs de la société civile apprécie la libération des détenus politiques et certains d'entre eux demandent aussi un aspect d'aller plus loin en libérant les autres détenus politiques, dont le président Bazoum Mohamed, et ils prennent quoi? Ils prennent ma photo pour illustrer ça. Donc c'est comme si c'est... Mais il a fallu que... Donc quand j'ai vu ça, on m'a envoyé ça, un camarade qui a vu ça, mais j'ai envoyé tout de suite, j'ai dit, moi, je lui ai envoyé mon audio. Et donc ils étaient obligés, j'ai exigé à ce qu'ils les enlèvent et qu'ils présentent leurs excuses, sinon je vais porter plainte. C'est ce qu'ils ont fait sur le site, si vous partez actuellement. Ils ont dit qu'ils ont fait une erreur, mais qu'ils s'en excusent. Ni le M62, ni Ablaye n'a dit de libérer. Mais vous voyez, entre-temps, ils ont déjà réussi leur coup parce qu'ils ont sémé la division, la confusion. Donc ils sont comme ça. Ils passent par les multinationales, ils passent par les syndicats, ils passent par les partis politiques, ils passent par beaucoup d'acteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre leur main. Donc il faut faire extrêmement attention, être vigilant par rapport aux 1000 facettes de ces gens-là, comme a le dit Nathalie. Merci Ablaye. Merci. Oui, Abdraman Oumarou, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette conférence et pourquoi le choix du thème? Bon, moi je vais rebondir sur la dernière phrase du camarade Abdoulaye. D'accord. Vous savez, lorsqu'on parle de la lutte anti-impérialiste, en tout cas avant même les événements du 26 juillet 2023, vous savez, il y a un mot qui est très utilisé chez les jeunes, bon, un peu partout. On parle de valets locaux. Et généralement, lorsqu'on parle de valets locaux à l'époque, les gens pensaient que les valets locaux, c'est uniquement ceux qui étaient au pouvoir et qui prenaient leur coup de fil, qui prenaient les ordres de Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'impérialisme, alors, ils utilisent tout le monde, en fait. Les valets locaux, à l'époque, il y en avait et au niveau de ceux qui nous dirigeaient, mais également au niveau des partis de l'opposition, au niveau de la société civile, au niveau des étudiants, au niveau des artistes. Tout à fait. Et c'est dire que ils ont leurs représentants un peu partout, qu'ils manipulent et qui essayent de travailler pour eux. Actuellement, nous sommes dans la même situation. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ils ont des cellules dormantes un peu partout. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, les critiques envers le régime, envers le général d'armée Abdraman Tiani, mais c'est ces valets locaux-là. Pourtant, ils ne sont pas au pouvoir, mais ils sont à la solde de l'impérialisme. Donc, il faut faire très attention. Et autre chose que je dis très souvent, c'est que le Niger est un pays spécial. Nous avons plus de 70% de la population qui est jeune. L'âge médian du Niger, c'est 15 ans. C'est vrai que la moitié de la population a moins de 15 ans. C'est dire que c'est des proies faciles. Sur les 70% de la population, certes, c'est vrai, c'est des jeunes, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas ce niveau intellectuel pour comprendre les choses. Tout à l'heure, ma sœur l'a dit, on entend très souvent, disent que bon, nous avons chassé les Français, nous avons chassé les Américains. Nous, on veut voir du concret. Et d'ailleurs, quand nous étions à l'université, c'est ce que les jeunes ont commencé à dire, côté sécuritaire. Pendant la conférence? Oui, pendant la conférence. Bon, on a compris que c'est ce qu'on avait commencé déjà à travailler. Mais dès que la sœur et le camarade Ablaye et moi, nous avons commencé à donner les réponses et les plans, ils ont compris. Et face à leur réaction, nous avons compris qu'en fait, on leur avait servi un autre discours avant notre arrivée. Et là, ils ont commencé à comprendre. C'est pour ça la nécessité vraiment de multiplier les conférences. On aurait bien voulu être à Tawa, Maradi, Zender et dans les autres régions également, Agadez, Difa. Mais bon, notre camarade a aussi un programme chargé. Mais aujourd'hui, grâce quand même
à ce grand débat. Je pense que la jeunesse de Gingimi ou de Bilma ou d'Agadez, d'Ayoru, vont nous écouter et comprendre vraiment les enjeux et de faire très attention à la manipulation dont le but est de diviser vraiment les filles et les fils de ce pays. D'accord. Merci Abdel, merci beaucoup. Madame, la division, hein, vous l'avez dit, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Qu'est-ce que vous fait dire ça et quelles sont vos preuves? Mes preuves sont l'histoire. C'est l'histoire, d'accord. Sont dans l'histoire. C'est pour ça que on a mis historique dans le terme, dans le thème. En fait, quand on regarde l'histoire, c'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. L'Occident ne perçoit sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, de conquête, de force, de rapport de force. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis ici aujourd'hui. Nous avons un individu qui a été président de la France, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Qui nous avait dit à une époque, depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, qui lui-même, entre-temps, est très suffisamment entré dans l'histoire judiciaire de son pays, bien sûr. En étant le premier ex-président français à être condamné et à porter un bracelet électronique. Oui, tout à fait. Ce monsieur a été auditionné récemment, je pense que la vidéo a circulé un peu partout, a été auditionné récemment devant le Parlement. Et lors de cette audition, il a dit, je le cite, « La civilisation la plus brutale, la plus sauvage, la plus violente qui existe et qui ait jamais existé, c'est la civilisation européenne. C'est nous, c'est pas les autres. » Fin de citation. Donc pour une fois, il a dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est factuel. C'est factuel. Depuis toujours, ils ont divisé pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ils se rendent à Berlin en 1884-1885. Ils prennent leur bic, leurs règles, et puis ils commencent à se partager l'Afrique. Il y a 14 puissances de l'époque qui sont là, et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, même dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonisation, la France, par exemple, avait un espace où elle était puissance colonisatrice. Mais elle n'a pas... mais elle a quand même divisé cet espace. C'est ça. En Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils ont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes largeurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, avec la guerre de Biafra, pardon. Absolument. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé soit les divisions nord-sud, soit est-ouest. Il y a toujours eu des fragmentations. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Voilà l'exemple plus récent. Donc l'histoire, là aussi, nous prouve que c'est divisé pour régner. Maintenant, même au-delà de l'Afrique, il y a cette volonté de diviser pour régner quand ils veulent quelque chose. C'est ça. Et on l'a vu, et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie de 1991-2001, ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Protection des minorités, c'est ça. Voilà. Alors eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques, ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique.
avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international, ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent, pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Ils l'ont fait en Yougoslavie, ils l'ont fait au Biafra, ils l'ont aussi fait chez les Ouïghours en Chine, la thématique des Rohingyas en Birmanie. Ce qui, je le disais aux jeunes, si vous remarquez bien, les minorités ethniques musulmanes, par exemple, ils veulent les protéger, mais quand elles sont loin. Quand elles sont en France, là-bas, chez eux, ils les qualifient d'ennemis, d'envahisseurs, de gens qu'il faut renvoyer chez eux. Chez eux, tout à fait. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra, ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs. Tout ça, ça sert à fragmenter, à diviser et à affaiblir. Parce que des peuples unis, seuls des peuples unis sont capables de reprendre leur destin en main, de corriger ce qui a été déconstruit. Et on remarque d'ailleurs que chez eux, ils font tout le contraire. Ils s'unissent, ils font tomber les barrières. L'Union européenne, Schengen, là-bas c'est la vraie intégration. Les gens sortent de chez eux, ils peuvent faire 4 pays dans la journée sans sortir même une fois leur passeport ou leur carte d'identité. Alors qu'ici, au sein des espaces même régionaux qu'on a, je ne peux pas aller du Ghana au Togo sans montrer mon passeport. Et même sans d'ailleurs donner un peu d'argent pour qu'on me laisse passer. Donc on a l'histoire qui nous prouve cela. Et on a aussi l'histoire qui nous prouve qu'eux savent que c'est négatif parce que chez eux, ils combattent ceux qui veulent diviser ou qui veulent se séparer. Vous voyez les thématiques des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Basques, des Catalans. Pas plus tard qu'en 2017 et en 2019, l'Espagne a sorti des mandats d'arrêt internationaux. On était tous là contre Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, qui s'est réfugié. Jusqu'au moment où nous parlons, il est réfugié en Belgique. En Belgique, voilà. Alors, nous, ici, on encourage des gens à dire séparez-vous, séparez-vous, il faut couper ici, il faut tracer ici. Mais chez eux, si quelqu'un parle, c'est pas possible. Chez eux, ils ont formaté quand même, ils ont ce que j'appelle le minimum républicain. Et je pense que ça, c'est un thème qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire que ce qui encourage la division, mes camarades l'ont dit, c'est qu'il y a leur plan là-bas, mais c'est qu'ils ont des relais locaux dans toutes les strates de la société qui continuent d'œuvrer pour ça. Mais chez eux, je vous assure, M. Abdoulaye, vous prenez un milliardaire qui va avec des millions de dollars voir des leaders politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique chez eux, vous allez leur déposer de l'argent en disant il faut faire un coup d'État, il faut armer des jeunes pour obtenir la sécession. On va vous envoyer balader, ça ne va jamais marcher. Et il faut, c'est ce que j'appelle le minimum républicain. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des désaccords, ils sont même idéologiques. Ça, on voit les débats. Mais ils ne vont jamais accepter qu'un étranger vienne les instrumentaliser pour casser le pays, pour attaquer le pays, pour endeuiller le pays. Jamais. Et il faut que nous, ici, nous fassions ce changement de mentalité qui va se projeter sur plusieurs années. On ne change pas les mentalités comme on change le chemise. Mais il faut, et c'est ce qu'on essaye d'initier aussi à travers ces cycles de conférences, de faire cette prise de conscience, même si on n'est pas d'accord. La discussion, la recherche du consensus, le débat permettent une maturation de la population. On peut se diviser entre nous, on peut discuter, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas laisser des étrangers venir nous instrumentaliser pour nous déchirer, alors qu'eux-mêmes sont hermétiques à cela. Voilà. Donc, c'était mes preuves. J'espère que le tribunal les jugera acceptables. Tout à fait. Parlant du débat, j'avoue que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le 26, et avec le soutien, en tout cas, du président de la République.
parce qu'il soutient tout ce que nous sommes en train de faire. Et la preuve, ces débats sont ouverts. Hein. Tout le monde peut venir s'exprimer librement et tous les thèmes sont débattus. Donc c'est pour vous dire qu'on est, en tout cas, on a pris nous les devants hein, pour pouvoir faire cette sensibilisation à travers ces débats. Merci, madame. Merci. Oui, Ablaye, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce thème? Et la division, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Voilà. Oui, et ce qui favorise toutes ces manipulations, c'est d'abord l'ignorance. L'ignorance. C'est pour cela, d'où l'importance de ces conférences de sensibilisation. Parce qu'ils profitent de l'ignorance pour véritablement induire beaucoup de gens en erreur. Tout à fait. Et les amener à comprendre que, au fait, le plus important dans la vie, c'est avoir à manger. Le bien matériel. Le bien matériel, voilà, quoi. Okay. Tout le reste, c'est secondaire. Alors que eux, de l'autre côté, ils se battent, ils investissent beaucoup plus pour construire un certain nombre de valeurs et pour faire de leur patrie et quand même le dénominateur commun autour duquel tout le monde doit se battre, s'investir en dépit de ce qu'il peut avoir comme courant politique divergent, opposé, etc., etc. Donc, il y a cet aspect-là. Et pour renforcer cette ignorance, ils ont travaillé à nous imposer un système éducatif qui fabrique encore des ignorants, des intellectuels mais ignorants. Malheureusement, parce que toutes les valeurs de patriotisme, de civisme, un certain nombre de choses sont des choses qui, si vous regardez au fil du temps, ont disparu. Il faut dire la vérité. Et donc, les gens ne sont plus attachés à leur patrie, les gens ne sont pas capables de se sacrifier, les gens ne sont pas capables, etc. Tout ça là, donc, c'est également ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous regardez la dynamique actuelle de notre pays, et les assises ont fait des recommandations dans ce sens-là. Et bien avant, le gouvernement, même le CNSP, a initié des réformes dans ce sens. Il y a un comité même de réflexion qui a été mis en place pour repenser le système éducatif. Donc, il faut que le système éducatif soit adapté à nos réalités socioculturelles, à nos valeurs, que ce système puisse contribuer vraiment à faire en sorte que on crée un nouveau Nigérien, un nouveau citoyen, n'est-ce pas, qui puisse véritablement être un défenseur ardent de son pays. Et comme il a dit très souvent, donc vous avez ces manipulations qu'ils font bien sûr. Des communautés, la notion des droits de l'homme, en disant que bon, ils créent une situation souvent eux-mêmes, c'est eux-mêmes souvent, et donc ils essaient à faire comprendre à certains que non, vous êtes des minorités, on vous malmène, on vous fait ceci, on vous fait cela. Quand vous regardez même ce qui se passe au sein de notre espace, l'Alliance des États d'Israël, c'est ce qu'ils font. Et quand il y a des attaques qui sont faites, et dont eux sont les parrains, ils essayent toujours de donner un esprit communautaire. Donc, parce qu'ils veulent que la guerre se perpétue, qu'elle continue. Est-ce que vous voyez? Parce que même à leur absence, nous allons continuer à nous faire la guerre entre eux, parce que quand on donne un aspect communautaire au conflit, c'est que ça devient un cycle infernal de vengeance. Bien sûr. En vengeance, eux, ça va se pérenniser. Donc tout ça là, ce sont des choses qu'ils sont en train de travailler et que nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui, quand on prend la question du terrorisme, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de comment il s'appelle, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de couleur de peau. C'est l'acte. Et les vrais terroristes, c'est eux. Parce que ce qu'ils font, c'est également des actes terroristes, vous comprenez. Mais ils trouvent toujours un qualificatif pour le dire quand il s'agit de... Regarde ce qu'aujourd'hui se passe en Palestine. Vous voyez, c'est ça le vrai terrorisme. Israël, les Américains, la communauté internationale, qui laisse tout un peuple se faire massacrer, n'est-ce pas? Ils sont en train de les épiler karma de la planète. Donc c'est ça les terrorismes. Et malheureusement, ils ont réussi à diviser. Et quand vous regardez aujourd'hui le monde arabe, le monde musulman, c'est quand même, ils sont unis, c'est des forces importantes qui peuvent imposer un comportement. Mais ils ont réussi à diviser les gens pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que tout ce qu'ils pensent comme politique dominatrice, impérialiste dans le monde, qu'elle puisse l'asseoir. Nos instruments, aujourd'hui, quand vous regardez régionaux,
regardez la CEDEAO, ce qu'elle est devenue. Oui, c'est eux qui ont divisé la CEDEAO, c'est eux qui ont affaibli la CEDEAO, c'est eux qui ont détourné la CEDEAO de sa mission, c'est eux qui ont utilisé l'IOMOA comme instrument d'affaiblissement de notre pays. Et voilà. Donc tout ça là, c'est leur politique quotidienne et c'est des ramifications. Ils le font non seulement à des niveaux internes plus bas, mais également à une échelle nationale, à une échelle sous-régionale, à une échelle régionale, continentale et internationale. Et ce qu'il faut dire, quand la France, par exemple, a un problème avec un pays, la France mobilise tous les autres pays de l'Union européenne. Vous comprenez, les Américains, pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette velléité de domination. Et donc, du coup, toutes les sanctions sont appliquées, y compris par les autres, de manière simultanée. Donc, ils sont unis à faire du mal. Mais pourquoi nous, on ne doit pas être unis à y faire face? C'est extrêmement important. D'accord. D'accord. C'est fondamental. Merci beaucoup. Oui, Abdel, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce thème, la division, une arme historique d'un presse occidentale pour briser l'élite africaine? Bon, par rapport à la division, je vais parler de quelque chose de très important. Surtout la division qu'ils essayent de faire au niveau communautaire. C'est vrai que souvent c'est tabou, mais je pense qu'il faut souvent... Il faut en parler. Il faut en parler. Ah, il faut en parler. Il faut en parler. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe un peu au Burkina Faso. À un moment, les réseaux sociaux étaient inondés d'images vraiment de massacres de la communauté Peul. Tout à fait. Et ils ont commencé à dire que c'est les VDP, les forces armées burkinabées qui ont commencé à le faire. Alors, nous avons évoqué cela chez les étudiants et ils ont bien compris. Et je pense que aujourd'hui, sur votre plateau, c'est très important d'en parler. C'est ça. En fait, ces massacres ne sont pas commis par les VDP ni par l'armée burkinabé. C'est des mercenaires qui le font et qui filment et qui les balancent sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, l'objectif, c'est quoi? À un certain moment, les djihadistes ont un problème de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des armées de l'AES, tout à fait. Donc, ça commence à être très compliqué. Donc, maintenant, qu'est-ce que les impérialistes leur ont suggéré? Donc, c'est de prendre des mercenaires qui vont faire donc, ces exactions, filmer, balancer, pour pousser certains jeunes à se faire enrôler. Pas pour faire ce combat du djihadisme, comme ils le disent, alors qui n'est pas vrai, mais pour aller dans une guerre communautaire pour dire que c'est pour venger leurs parents. Donc il faut faire très attention. Ces images sont vraies, nous ne disons pas que c'est des fausses images, mais ce ne sont pas les VDP, ce ne sont pas l'armée burkinabé. Au Burkina Faso, pour ceux qui suivent l'actualité, le colonel Moussa Diallo a été élevé au grade de général par le capitaine Ibrahim Traoré. Ensuite, il a été nommé chef d'état-major. Tout à fait. Mais Moussa Diallo est Peul. Il est Peul. Donc, comment peut-on expliquer aux gens qu'un chef d'état-major puisse envoyer des éléments pour aller faire des exactions dans des villages de sa communauté? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il faut qu'on en parle. Au Mali, ils ont fait la même chose. Ils ont essayé. À un moment, ça s'est arrêté. Ce que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas, c'est que la première dame du Mali, Lalla Diallo, est Peul. La femme du général Assimi Goïta est Peul. D'accord. Donc, on ne peut pas expliquer que le général Assimi Goïta, aujourd'hui, puisse envoyer des éléments pour aller exterminer des villages de la communauté de sa femme et de ses enfants. Tout à fait. Pour revenir au Niger, vous avez vu les efforts du général d'armée Abdelrahman Tiani. À chaque fois qu'il fait une sortie officielle, il parle en français, il parle en Hausa, il parle en germain et il parle en fulfulde. C'est un message fort pour montrer que ce qui se passe dans nos pays, ce n'est pas, c'est au-delà, c'est pas des problèmes ethniques ou autres. C'est un combat qui se fait contre le terrorisme. C'est ça. Et pour rappeler à vos téléspectateurs, le premier décret que le général Tiani a eu à signer, c'est le décret portant nomination du ministre directeur de cabinet, qui est Peul. Ah oui, d'accord. Dans notre région, on n'a pas ce problème. Oui, tout à fait. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Ceux qui sont combattus actuellement, ce sont des terroristes
Ils n'ont ni ethnie, ni nationalité. C'est des apatrides que nos armées sont en train d'éliminer. Donc, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte spécial. Nous parlons de la Confédération des États du Sahel qui va aller au-delà. Nous espérons que ça va aller jusqu'à la fédération. C'est ça. Nous reprenons les discours des pères des indépendances, comment aller vers l'unité africaine, comment aller vers les États-Unis d'Afrique. Lorsqu'on se dit panafricaniste, donc normalement, la vision doit être au-delà des considérations ethniques, régionalistes. Il faut voir plus loin. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On va avancer, Madame. Comment les pays de l'AES, de manière concrète, peuvent faire face à cette situation? Parce que vous l'avez évoqué aussi dans votre thème. Tout à fait. Comment bon, déjà, une fois qu'on a pris conscience que la division, c'est une arme qui est utilisée à profusion, il est bon d'identifier les instruments par lesquels il passe. Je pense que certains ont été évoqués ici, le tribalisme, la division ethnique, la manipulation de la jeunesse, la manipulation des populations en général, la manipulation parfois de l'armée. Il y a les connivences politiques et économiques. Il y a des gens qui gagnent dans cette... Ah oui, c'est devenu du business. Et puis, c'est pernicieux, ça s'infiltre partout, ça crée des cinquièmes colonnes, comme on disait à l'époque. Il passe par la corruption. Tout ça ne passe que par la corruption. Je voudrais même juste ajouter une phrase, c'est-à-dire qu'on parle de la corruption chez nous, toujours, comme si c'est nous qui avions le monopole de la corruption. Mais la corruption induit qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Ah oui, forcément. Et c'est pour ça qu'ils parlent de combattre la corruption. Ils nous disent qu'il faut qu'on combatte la corruption, mais ils corrompent certains pour que ce combat n'aboutisse jamais. Donc, il faut identifier les différents instruments qu'ils utilisent. L'intoxication, les fake news, c'est pour ça que la communication, ce que vous faites ici avec les débats, c'est très important. Les nouvelles, ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, la manipulation qui a eu lieu avec lui, ça part tellement vite avec les réseaux sociaux. Abder l'a dit, les images sont vraies, mais l'histoire qu'on raconte autour est fausse. Donc, ce mélange, ce micmac entre le vrai et le faux qui se propage, et puis chacun en parle à sa façon, et puis une petite étincelle devient un incendie. Donc, une fois qu'on a identifié les instruments par lesquels il passe pour diviser, il faut naturellement mettre en place des stratégies pour les désamorcer. C'est-à-dire que tout ce qui est discours haineux, etc., il faut tout de suite déconstruire, stopper, sanctionner, sensibiliser. Ça, il ne faut pas durer. Il faut travailler pour la lutte contre la pauvreté, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et aujourd'hui, on peut malheureusement, aussi bien pour les élections que pour des attaques armées contre le pays, recruter des gens pour des sommes dérisoires. Pour des sommes dérisoires qui ne vont pas leur permettre même d'aider leur famille pendant plus d'une semaine. Alors que ce qui est en train d'être fait ici, c'est quelque chose qui va permettre à la population dans sa globalité de sortir de la pauvreté. Comme ça a été le cas dans les pays asiatiques, dans les années 80-90, les gens qui arrivaient en Europe sur des bateaux comme migrants, les boat people de l'époque, aujourd'hui sont ceux qui arrivent avec les chèques et qui peuvent entrer chez les grandes marques de luxe, pendant que les habitants même du pays tirent le diable par la queue et doivent se contenter des monoprix et compagnie. Donc, il faut bien communiquer auprès des populations pour faire comprendre que le travail qui est fait, ça c'est aussi quelque chose que les États doivent faire, les pays doivent faire, c'est de faire comprendre qu'ils font un travail de fond, de bien communiquer, de bien intégrer la population dans la planification, la stratégie qui est faite. On ne peut pas les laisser dans l'ignorance et savoir que nous on avance. Et les autres vont utiliser ce vacuum pour instiller leur poison. Donc ça, c'est ce que les États peuvent faire. Il faut naturellement avoir une lecture géostratégique de ce qui se passe, parce que le monde est en mutation complète. Perpétuelle,
Les alliés d'hier sont peut-être plus les alliés d'aujourd'hui, seront peut-être de nouveau les alliés de demain ou pas. Il faudra mettre des barricades. On le voit, c'est exacerbé avec la guerre en Ukraine. Ça a été exacerbé avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il en a parlé en Palestine. C'est encore plus exacerbé avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui mélange tout et qui est pour nous en réalité une fenêtre d'opportunité. Nos adversaires classiques. Vous parlez du retour de Donald Trump? Oui. Une fenêtre d'opportunité pour nous? Oui. Alors ça peut être les deux. Ça peut être une fenêtre d'opportunité ou un danger. Ça dépend de ce que nous faisons et comment nous utilisons cette lucarne. D'accord. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, Donald Trump est venu et ceux qui l'attaquent aujourd'hui, c'est les Européens. Ah oui, bien sûr. Alors, naturellement, son adversaire ultime n'a pas changé, c'est la Chine. C'est la Chine. Parce que c'est les deux maîtres du monde qui vont se clasher. Mais avant d'aller attaquer la Chine, il est venu et contrairement à ce que certains pouvaient croire que non, il aura besoin des Occidentaux pour être plus fort, lui, il casse. Il les rabaisse à ce qu'ils ont toujours été, mais ils ne se sont pas vus comme ça. Ils nous voyaient comme des esclaves, il leur apprend qu'eux-mêmes sont des esclaves et que lui n'a pas besoin d'esclaves. Donc il affaiblit l'Europe. Or, c'est l'Europe qui est en première ligne qui a été en première ligne ces siècles derniers pour nous affaiblir, pour nous piller. Donc quand notre adversaire lui-même est dans le drap, oui, bien sûr. Il ne faut pas qu'on reste là à regarder le match comme si c'est un match de tennis et puis on regarde. Il faut que dans cette période d'affaiblissement, de reconfiguration, qu'on travaille sur notre sortie et la consolidation de nos atouts. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou croient, nous sommes en position de force. Nous avons les ressources. C'est nous qui avons les ressources. Et c'est nous qui devons casser les barrières que nous avons dans nos têtes pour décider que nous allons imposer nos règles. D'accord. Donc, on a cette position, cette lucarne d'opportunité où nos adversaires ne font plus un front uni, mais sont ratatinés dans le coin KO debout. Si on ne fait rien, si on ne jette pas vraiment les bases, alors c'est pas tout on dit ici de ce qu'il faut faire, parce qu'on ne va pas donner le mode d'emploi à nos adversaires. On ne dévoile pas sa stratégie. Voilà. Mais si on ne fait pas, si on n'utilise pas rapidement cette lucarne, alors cette fenêtre d'opportunité va devenir vraiment très très dangereuse. Parce qu'à un moment donné, quand vous voyez la guerre des tarifs qui a lieu en ce moment, les Occidentaux vont dire ok, d'accord, nous on a bien compris que la guerre en Ukraine, on n'a rien dedans. C'est les États-Unis qui vont reconstruire, c'est la Russie qui va reconstruire, l'Europe KO debout. Donc on n'a rien dedans. Vous augmentez des tarifs pour vous payer. C'est vous-même qui avez cassé notre approvisionnement énergétique, qui avez fait chuter nos trucs. Donc, pour avoir l'argent pour vous payer, il va falloir qu'on aille chercher l'argent ailleurs. C'est ça. Et le ailleurs qui est là. C'est où? C'est chez nous. C'est chez nous. Quand vous les entendez dire qu'ils doivent se réarmer et on les bouscule pour qu'ils se réarment eux-mêmes, qu'ils se financent, la guerre en Ukraine, en réalité, est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se négocie, c'est pas un accord de paix, c'est une capitulation. Capitulation, d'accord. Et donc, quand ils disent qu'ils se réarment pour suppléer les États-Unis en Ukraine, c'est faux. Ils se réarment pour, au moment où ils seront de nouveau plus forts, revenir vers l'Afrique, parce que c'est là où ils peuvent piocher et puis aller payer leur dû à leur maître, au ancien maître, et puis aussi réinjecter pour reconstruire une économie qui a été, d'ailleurs, je pense, la première victime de la guerre en Ukraine. Pensez à affaiblir la Russie, mais c'est l'Occident qui a été affaibli. Donc ça, c'est cette partie-là, prendre conscience de ces enjeux. Et enfin, pour terminer, chacun de nous, dans les pays de l'AES, il y a les États, il y a les administrations, il y a la société civile, il y a les individus. Il faut qu'on prennent conscience que chacun doit faire sa part. On n'aime pas son pays avec la bouche. On n'aime pas son pays juste derrière les claviers d'ordinateur. Voilà. C'est pas ça. Aimer son pays, c'est d'abord prendre conscience que on doit le protéger. Chacun doit le défendre. Alors on peut, moi je suis une avocate du service militaire obligatoire parce que je pense que ça va changer les choses des gens. Vous voyez, quand on regarde, il parlait du Burkina tout à l'heure. Au Burkina, quand vous quand vous faites des propos bizarres sur les réseaux sociaux, il ne dure pas d'un mauvais rêve. On vous prend, vous allez au front.
Quand ils reviennent là, ils reviennent, hein. On n'a pas appris qu'ils ont été tués. Bien sûr. Mais ils ont compris que ce qu'on disait là derrière les réseaux sociaux, qu'il ne faut rien, etc., c'est autre chose. Ouais. Donc, d'ailleurs, je profite pour saluer d'ailleurs ce qu'on voit ici, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que j'ai constaté, que je constate depuis que je viens et reviens, c'est l'expression démocratique, malgré la difficulté, les attaques. Depuis le 26, j'insiste, depuis le 26, ça il faut dire la vérité. Tout le monde peut parler, s'exprimer, que ce soit dans les agoras, que ce soit sur les plateaux télé. Il y a vraiment... cette expression. Oui, parce que quand vous dites que vous aimez ce qu'il y a ailleurs, on prend tout. Hein. Quand on va aussi vous envoyer là-bas, vous allez comprendre. Donc chacun n'a qu'à d'abord savoir qu'il est lui-même le premier agent du changement. Apprendre à aimer son pays, apprendre à dire « je ne me laisse pas instrumentaliser par l'extérieur pour porter atteinte à mon pays. » J'aime mon pays aussi par des choses très simples. Hein. Je ne jette pas les papiers par terre, je ne salis pas tout. Tu aimes ton pays, tu veux qu'il soit propre, tu veux qu'il soit digne, tu veux que les gens aient une image du Niger ou de l'AES qui soit un peuple digne, un peuple qui est fier, qui est conscient, qui vit pour lui-même, et pas un peuple qui subit, qui se laisse aller, etc. Donc chacun a un rôle à jouer. Il y a des stratégies à développer pour chacun des axes. D'accord. Et puis... On verra plus tard. Voilà. D'accord. Merci Nathalie, vraiment pour toutes ces explications. Et j'espère que ceux qui nous regardent vont prendre conscience de ce que vous avez dit, sur ce changement qui est en cours un peu partout. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. C'est une leçon qu'on doit tirer et qu'on doit prendre le devant, comme vous l'avez dit. Vraiment, merci. Ablaye, qu'est-ce que vous allez ajouter sur comment les pays de l'AES, de manière concrète, peuvent faire face à cette situation? Comment ça va se passer? Je pense qu'elle a développé, véritablement l'essentiel, mais en somme, qu'est-ce que vous allez ajouter alors? C'est qu'il faut attaquer le problème à la racine. Un problème, quand il est là, il faut. C'est vrai, il y a les conséquences, il y a les effets. Bien sûr. Mais c'est pas s'attaquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Seulement qui vous donne la solution. Non, il faut chercher les causes profondes. D'accord. Et donc, tout à l'heure, j'avais parlé véritablement de l'ignorance. Ça, il faut beaucoup, et au fait, sont manipulés parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne sont pas conscients. D'accord. Il faut mettre, de mon point de vue, l'accent sur l'éducation, une conscientisation en masse des populations pour les amener à aimer leur pays. Vous voyez un peu la situation souvent. On dit qu'elle est très souvent, quand vous regardez les réseaux sociaux, les débats et tout, on dit qu'il y a une petite différence un peu au Burkina. Vous comprenez, en ce qui concerne l'attitude, le comportement on le dit assez du souvent, Burkinabé. Il faut bien le dire aussi. Mais pourquoi? Parce que auparavant, Sankara, quand même, il avait réussi à changer les mentalités. À façonner. Quand on lui a dit, mais je me rappelle dans un de ces débats, mais dans tout ce qu'il a eu à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? C'est-à-dire quel est le résultat positif qu'il a eu? Il dit, c'est dont au moins il est conscient, c'est d'avoir réussi à créer un nouveau Burkinabé. Le changement de mentalité, la prise de conscience que les Burkinabés ont aujourd'hui par rapport à l'amour de leur patrie. Donc c'est extrêmement important. C'est ce que aussi, je note, c'est ce que aussi Rawlings a fait au Ghana. Où il disait que il va complètement refonder le système et après il va remettre le pouvoir. Même si c'est le diable qui arriverait à gouverner le Ghana, il sera obligé de se soumettre aux intérêts. Et la suite, on l'a vu, la dernière fois, il y a eu des élections et tous les présidents ghanéens qui se sont succédés ont des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Le dernier diable, on l'a vu, mais quand même, il avait les limites. Donc c'est extrêmement important. Mais aussi, comme elle a eu à le dire, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc il faut travailler à réduire les inégalités sociales. C'est extrêmement important. La justice sociale. Il faut occuper les jeunes. Il faut occuper les jeunes, pas forcément en donnant de l'emploi, de la fonction publique, non, les opportunités. Aujourd'hui, vous voyez, notre pays, et quand même, il faut le dire, a beaucoup d'opportunités. Aller vers l'industrialisation pour créer les emplois, et il faut aller vers la souveraineté alimentaire en faisant en sorte qu'il y ait des programmes structurants qui vont occuper les jeunes à cultiver la terre, à aimer la culture de la terre. En tout cas, il faut créer les conditions pour que les gens
soit moins sur les réseaux sociaux et pour bavarder, passer tout le temps à développer des messages haineux. Qui ont fait ça un métier. Qui vont faire ça un métier, mais plutôt à avoir des documents. Quand ils ont ça, je pense qu'ils n'auront pas de réseaux sociaux. Et puis souvent avec des analyses qui ne tiennent pas la route. Parce qu'il faut avoir des éléments pour faire des analyses. Or, ils n'ont pas ces éléments. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et aussi, aujourd'hui, nous savons qu'ils sont aussi toujours dans la manipulation, non seulement pas au niveau des populations, mais aussi au niveau des dirigeants. Ils vont toujours travailler, essayer d'être plus durs avec un des pays, essayer à être docile avec un autre, pour pouvoir juste, l'objectif final, créer la méfiance entre nos trois dirigeants, ou bien d'avoir entre les gouvernements, avant d'arriver à leur niveau, ils vont chercher à leurs conseillers, leurs ministres, ainsi de suite, pour que ça prenne de l'ampleur et ça va arriver à créer... Ça, on a vu au moins au niveau de l'AS, les gens évitent ça parce que l'AS, ils sont ensemble, les dirigeants sont ensemble, prennent souvent les décisions ensemble qui engagent la communauté et leur communauté. Donc c'est pour dire qu'ils doivent continuer, n'est-ce pas, à ne pas prendre pour vrai les informations qu'on distille. Vous vous rappelez la dernière fois où ils disent qu'il y a un pays qui a écrit à la CEDEAO pour vouloir revenir ou bien lui rester. Donc, c'est qui parmi ces pays? Ça, on a compris, c'est de la manipulation. Donc, c'est ce genre d'actes de manipulation qu'ils font. Donc, il faut vraiment toujours, quand il y a une information, parce que la désinformation, c'est également la première arme qu'ils utilisent dans le cadre de leur manipulation. Quand il y a une information, il faut toujours prendre le temps de vérifier les contours qu'il y a autour de ça avant d'agir et de rentrer dans un jugement des uns vis-à-vis des autres. Et que la solidarité doit être la clé entre nos pays. La solidarité aujourd'hui, le Niger, quand ils ont voulu nous agresser, le Mali et le Burkina se sont levés pour dire vous attaquez le Niger, c'est comme si vous attaquez le Mali et le Burkina et nous sommes dedans. Aujourd'hui, donc s'il y a un autre pays qui a des difficultés avec une autre, il faut que ce pays-là comprenne qu'il touche aux autres pays. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a apprécié l'élan de solidarité du Niger et du Burkina vis-à-vis du Mali par rapport à cette question algérienne. Et je pense qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui pour amener véritablement l'Algérie à comprendre qu'elle a beaucoup plus intérêt à être du côté de l'AES, à accepter la vision, le choix de l'alliance des États du Sahel, et que quand même c'est pas la France qui peut être un allié pour elle pour établir donc ça vraiment ils sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper et ils sont en train d'être en déphasage avec leur histoire. Et je pense que c'est important qu'ils prennent conscience et qu'ils reviennent en phase avec leur histoire et comprendre que le Liptako est vraiment la zone de l'espace sahélo-sahélien là. Toutes ces initiatives qui sont faites doivent concourir pour atteindre un seul objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait la sécurité, n'est-ce pas, dans notre espace. C'est extrêmement important. Merci Ablaï. Oui, Abdel, qu'est-ce que vous allez ajouter? Je pense que je vais juste ajouter quelque chose de très important. Prochaine question pour finir. Oui, c'est-à-dire que moi, par rapport à cette question, je pense qu'il faut aller vers une formation idéologique. Et lorsqu'on parle de formation idéologique, généralement, les gens pensent qu'il faut juste aller vers les jeunes. Monsieur Abdoulaye, même nos dirigeants doivent être au même pied d'égalité. Les dirigeants doivent être au même pied d'égalité. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression, sans oser me tromper, que le général d'armée Abdraman Tchani et les membres du CNSP sont à des années-lumière par rapport à certains membres du gouvernement, certains conseillers même, parce qu'on discute beaucoup avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de servir le général Abdraman Tchani doivent avoir en eux sa vision. Sa vision, Même si c'est à 2 h du matin, vous les réveillez, ils doivent l'avoir. Ils doivent avoir cette refondation en eux. Ils doivent savoir c'est quoi le souverainisme, c'est quoi ce panafricanisme, c'est quoi le but de cette confédération des États du Sahel, où est-ce qu'on veut aller. Parce que
je pense que, comme vous l'avez dit, on doit tout dire sur ce plateau. Oui, bien sûr. Certains ont pris le train en marche. Oui. Les militaires, le général Abdrahmane Tchani et ses frères d'armes, ont ce patriotisme en eux. Donc, ils ont vécu des choses. Ils observaient les civils faire. Ils avaient mal. Mais Dieu a voulu que ce soit le 26 juillet 2023 qu'ils prennent leurs responsabilités pour arrêter cette hémorragie. Donc, il faut que tous ceux qui sont autour d'eux, tous ceux qui sont en train de les soutenir, de les aider, soient quand même imprégnés de l'idéologie. Sans idéologie, on ne peut absolument rien faire. Ça, il y a des mots qui sont répétés. Depuis le 26 juillet 2023, nous nous battons pour la souveraineté. Mais est-ce que réellement les gens savent c'est quoi la souveraineté? Parce que si les gens savaient réellement c'est quoi la souveraineté, ils n'allaient pas attendre des résultats après 20 mois. Le CNSP n'a pas encore 2 ans. 2 ans, tout à fait. Et c'est un combat pour la souveraineté. Peut prendre 5 ans, peut prendre 10 ans, peut prendre 50 ans. Il faut une génération. Il faut que certains comprennent que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Il ne faut pas s'attendre dans 2 ans à voir sur un plateau des chocolats et des bonbons. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça... Vraiment, je pense qu'il faut aller vers la formation idéologique. Non seulement, moi je dis, des membres du gouvernement jusqu'aux jeunes qui viennent d'intégrer le CI. Et je pense qu'avec cela, qu'on aura de nouveaux Nigériens, comme il l'a dit. Et c'est comme ça que Sankara a eu à faire. Sankara était entouré de civils plus révolutionnaires même d'ailleurs que lui. Donc voilà comment on peut réussir ce combat. Merci. Madame, pour finir, quel rôle doivent jouer la jeunesse de tous ces pays, je parle des 3 pays de l'AES, et quel sera votre message en direction des populations de l'AES et des dirigeants? Je vais m'adresser à tous en même temps parce que je suis d'accord avec ce que Abder a dit. C'est pas seulement la jeunesse qu'on doit targeter, c'est tout le monde, c'est le système. Il faut que ça ruisselle. La souveraineté, c'est un concept, mais il faut lui donner un contenu. Il faut que chacun, celui qui est dans un service, dans un ministère, à l'entrée, quand il reçoit un dossier et qu'il doit traiter le dossier, il faut qu'il sache dans ce dossier qu'on me donne là, où sont les intérêts de mon pays et comment je les protège. Il faut que les enseignants dans les écoles, dans les universités, puissent inculquer cet esprit de souveraineté. Donc il faut vraiment combattre l'ignorance. Il faut savoir que si vous observez notre histoire, toutes les luttes d'indépendance, puisque dans le thème, il y avait aussi les luttes africaines. Toutes les luttes ont été sabotées par le fait que nous n'avons pas suffisamment ancré et défini les concepts pour lesquels nous nous battions. Nous sommes battus pour les indépendances dans les années 60. Et finalement, contraints et forcés, ils nous ont octroyé l'indépendance, comme si l'indépendance s'octroie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté des vrais indépendantistes qui se sont battus, ils ont créé de nouveaux indépendantistes dilués, javelisés, qu'ils ont mis. Et puis, c'est à eux qu'ils ont donné, en fait, le pouvoir. Et puis, tout se passe chez nous par cycle de 30 ans. Il faut que chacun en soit bien clair. Après, dans les années 90, on a eu la démocratie. Les peuples, au bout de 30 ans, ont constaté que non, les indépendances, là, ça nous a rien apporté de nouveau. Il y a eu de nouveau ce soulèvement aspirationnel. Vite, on s'est dépêché, on a dit on va faire la démocratie. Alors, il y a ceux qui voulaient la vraie démocratie, ce qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ce que vous avez fait ici dans les assises. Parce que c'est des décisions que vous avez discutées, vous vous êtes entendus, et puis elles ont été mises en œuvre. Voilà, c'est un dialogue, des décisions souveraines. On dit le peuple souverain. Donc, vous avez fait, les gens avaient espéraient la démocratie, donc le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné à la place? Le multipartisme. Et comme Abder l'a dit en entame, ils avaient leurs gens au pouvoir et leurs gens dans l'opposition. Et puis rien ne bouge. Même quand il y a une alternance, c'est le système qui continue. Et 30 ans plus tard, 2020, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous, on se rend compte que ni leur multipartisme, ni leur pseudo-démocratie, ni les indépendances bon marché qu'ils nous ont données ne fonctionnent. Alors aujourd'hui, on dit le souverainisme. Mais si on fait l'erreur de ne pas ancrer
de ne pas lui donner un contenu, de ne pas le définir, de ne pas le propager à tous les niveaux, de faire que chacun sache mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Après le reste, ce qu'on va faire là, dans 30 ans, il y aura de nouveau des gens. Ouais. Nous, on sera peut-être à la retraite quelque part. Et il y aura des gens qui seront sur un nouveau plateau et qui vont une énième fois reprendre ce flambeau. Et on ne va pas avancer. Moi, je considère qu'il faut que les populations, les jeunes et les moins jeunes, sachent que nous sommes une génération de transition. Nous avons vu clair dans le jeu, nous commençons à comprendre. Et nous mettons le bras pour chercher la clé de l'autodétermination et la donner. On va brûler nos mains. Oui, bien sûr. Mais c'est les générations qui viennent là. Qui vont profiter. Qui vont émerger comme complètement libérées de l'intoxication, des carcans qu'on a mis dans notre regard. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que nous sommes... C'est souvent parce que nous sommes couchés que nous pensons que les autres sont grands. Ici, dans ce pays, vous vous êtes levés. Et je ne veux pas terminer sans aborder un thème, parce que je vous le dis, je vous le répète, et si ceux qui analysent la situation le savent, on est en guerre. Les gens vont revenir nous conquérir violemment. Et quand ils reviendront, ce ne sera pas pour 20 ans, hein. Ce ne sera pas pour 40 ans. Ils vont venir pour rester. Alors eux préparent la guerre, mais eux exigent que nous, nos militaires, qui ont pris leurs responsabilités, qui sont les mieux habilités à nous piloter dans cette période de guerre continue, prolongée qu'on a devant nous, eux, ils veulent qu'on les remette vite en dehors des choses pour avoir de nouveau des civils qu'ils savent et peuvent manipuler, etc. Je ne pense pas que dans nos pays-là, il y ait des personnes plus habilitées que ces militaires-là. Dans les 3 pays. Dans les 3 pays. Parce que ce n'est pas le militaire en tant que tel. Parce qu'on a des militaires ailleurs, là, qui se font partie du système. On l'a même vu au sein de l'AES. Damiba, c'était un militaire du système pour empêcher. Donc, mais ici, dans l'AES, en ce moment, on a des militaires patriotes qui sont allés au front, qui sont équipés mentalement. C'est-à-dire que quand on regarde la situation, on se dit, ceux d'en face, ils ont plus d'argent que nous. Ils ont des armes plus perfectionnées que nous. Ça peut être vrai. Hein. Même si on avait le temps, je débattrais, parce que nous avons les ressources. Eux, ils ont l'argent. L'argent, c'est du papier. Tu imprimes. Mais nous, on a les ressources, les costauds. Et donc, si on prend conscience qu'on est en position de force, on peut l'utiliser comme levier. On va dire, ils ont les armes, d'accord. Peut-être qu'on a un retard à rattraper là. Mais même là, dans cet espace sahélien, on a des cultures de forgerons, de faire ceci. Mais ce qu'ils n'ont pas plus que nous, là, c'est la résilience. Et c'est l'intelligence. Ce qui se passe là maintenant, c'est une guerre d'intelligence. Je demande à chacun de faire preuve d'intelligence, de se souvenir que le 26 juillet, vous êtes restés unis. Et c'est pour ça que la refondation s'est faite. Plus tard, à la suite du 26 juillet, quand des sanctions vous ont été assénées matin, midi et soir, que des gens sont morts à cause des embargos iniques et illégaux, vous êtes restés unis. Et c'est ce qui a fait que vous êtes encore debout. Que quand les soldats français et puis le petit clown de Sylvain Ité là, ont refusé de partir du Niger, vous êtes restés unis. Ce sont les populations qui étaient là-bas, devant la base, qui matin se relayaient, matin, midi et soir, et vous avez gagné cette partie-là. Il y a d'autres combats. L'unité, la solidarité sont essentiels. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. D'accord. Merci Nathalie. Merci. Oui, Ablaye Kassarabou, votre message. Hein? Je vais finir. Hein? Oui, c'est ce qu'elle a dit. La solution clé, c'est qu'un peuple uni jamais ne sera vaincu. Et c'est pour que les Nigériens soient unis autour de leur patrie que les assises nationales avaient pris la résolution de dissoudre les partis politiques. Aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience que le seul parti politique qu'il y a, c'est le Niger. Les acteurs politiques qui sont en train de manipuler d'autres citoyens pour jeter de l'huile sur le feu, pour manipuler leur conscience, aller dans ce sens, des insultes par-ci, par-là, pour dire que le CNSP ceci, le président Kiani c'est là, etc., etc. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train d'être manipulés pour des intérêts de ces acteurs-là, alors qu'on a vu de 90 à aujourd'hui
presque tout le monde a passé, on a vu ce qu'ils ont fait dans notre pays. Aujourd'hui, la vision qu'il y a, c'est que au Niger, nous avons des dirigeants qui ont pris conscience de notre force. Comme elle l'a dit. Au Niger, déjà, cela ne constitue pas un problème. Les dirigeants nigériens actuels ont pris conscience que notre pays a un potentiel énorme qu'il peut exploiter pour se développer. Voilà pourquoi on n'a pas pleurniché face aux sanctions, où on nous a dit qu'on ne peut pas tenir 2 semaines. On nous a asphyxiés. Les dirigeants sont restés sereins, constants. Et on a, par nos propres ressources, tenu. Et jusqu'à preuve, du 26 juin aujourd'hui, l'État du Niger n'a jamais failli par rapport à ses obligations, non seulement vis-à-vis des fonctionnaires, mais aussi vis-à-vis des services sociaux. Donc, la dynamique actuelle qui veut que nous ayons un contrôle sur nos ressources, les exploiter pour créer le bonheur, l'épanouissement du peuple nigérien, il faut que chacun prenne conscience qu'il a un rôle à jouer, qu'il a une partition à jouer. Ce qui nous amène obligatoirement à dire qu'il faut encore consentir de sacrifices pour faire en sorte que le travail qui est fait pour déraciner, n'est-ce pas, tous ces mâles-là, puisse quand même réussir et que cela puisse être aperçu à la surface, que les arbres poussent et que les fruits commencent à tomber pour les plus jeunes, pour les générations futures. Parce que le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. Mais ce que demain, nos enfants, nos petits-enfants hériteront d'un pays digne, souverain, qui sera une puissance mondiale, parce que nous avons tous les atouts pour être une puissance. Aujourd'hui, l'AES, nous sommes conscients que ce que l'AES est en train de faire, c'est un combat pour la libération de notre continent. L'Afrique sera libérée à partir de l'AES. Donc, que chaque Nigérien, chaque Malien, chaque Burkinabé puisse contribuer à cette œuvre sanitaire, c'est extrêmement important. Donc, les gens doivent faire très attention à la manipulation. Les gens doivent savoir, les ont gardés et surtout chercher la vraie information. La vraie information à la source. Vous comprenez. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça, tout en insistant. C'est ce qu'ils ont à dire, la nécessité vraiment qu'au plus haut sommet, les convictions soient partagées par tous ceux qui ont une petite portion de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le problème également, c'est que l'administration est totalement en déphasage avec les attentes des citoyens. Les services publics, allez-y dans l'administration. Ça va être corrigé. Les choses tardent à changer et c'est ça qui va être corrigé. Malheureusement, souvent, la déception, la désillusion, et par rapport à ça, il faut que les gouvernants soient fermes, durs, pour prendre des sanctions contre les gens qui continuent à maintenir notre administration dans la médiocrité. Il y a un petit détail que je voulais te demander avant de laisser Abder donner son message, puisqu'on a constaté depuis la fin des assises que souvent le vocal ne change pas, parce que tantôt, au niveau même de notre administration, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, les gens parlent de transition, les gens parlent du CNSP, les gens parlent de refondation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir un seul vocal pour tout ce que nous sommes en train, parce qu'on parle des autorités de la refondation. Donc à partir de ce moment, est-ce qu'on doit parler de CNSP, on doit parler de transition? Je ne sais pas, je pose la question puisque vous êtes quand même un acteur clé de ces assises. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans la refondation. Ça doit être très clair. Nous sommes dans la refondation. Mais cette refondation a des organes, dont le CNSP en fait partie. Le CNSP n'a pas été dissous. Il faut que ça soit clair. Le CNSP est resté comme organe. Et en plus du CNSP, vous avez le conseil consultatif de la refondation, dont le processus de mise en œuvre est enclenché. Et vous avez le gouvernement de la refondation. Donc on n'est plus dans le gouvernement de la transition. C'est pour que les choses soient claires au niveau souvent de nos autorités régionales et tout. Dans le vocal qui doit être retenu. Exactement. Vous avez les autres institutions. L'Observatoire national de la communication, l'Observatoire national de la Merci pour cette précision. Oui, Abder, quel sera votre message? On finit avec vous. Donc, mon message, en fait, moi, j'avais retenu des questions de jeunes étudiants à l'université de Niamey. Je pense que je vais profiter de votre plateau pour bien expliquer avant mon mot de fin rapidement. Partout à l'université, même à Dosso, ils ont commencé à dire que, en fait, il n'y a pas d'amélioration sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas d'amélioration. Ça m'a tellement fait sourire. Et ça, d'un côté, ça m'a fait pitié.
Parce que je pense que quand on a un certain niveau et qu'on arrive souvent à réfléchir, on ne doit pas tomber dans la manipulation. D'accord. Quand on observe ce qui s'est passé à Fambita, M. Abdoulaye, pendant le mois de Ramadan, un vendredi, jour saint, pendant la prière du vendredi, et dans une mosquée, que des individus viennent assassiner des gens, il suffit juste de réfléchir un peu, on sait que ce ne sont pas des Nigériens, ce ne sont pas des musulmans, c'est des mercenaires. Alors le but de ce genre d'attaque, c'est pour justifier que lorsque les forces françaises étaient là, tout allait bien. Donc maintenant, ils sont en train de vouloir justifier qu'ils étaient utiles lorsqu'ils étaient là. Donc c'est pour ça qu'il y a de temps en temps des petites attaques. Bien sûr. Deuxièmement, ce que je voulais dire à la jeunesse et au-delà même, c'est que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 généraux qui gèrent notre sécurité. Le président de la République est général d'armée. Et d'ailleurs, le 26 mars 2023, avant qu'il ne soit élevé au grade de général d'armée, nous avons écouté attentivement le général Modi qui nous a présenté le soldat Tchani. Tout à fait. Donc, qui est un homme de terrain. D'accord. Le général Modi est apprécié par tout le monde et connu de tout le monde. Voilà. Ensuite, c'est Modi qui gère le ministère de la Défense. Ensuite, le général Mohamed Toumba qui gère le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Qui était aussi un homme de terrain. Qui était au-devant de Al-Mahaou, tout à fait. dans la zone de Walam, où c'était vraiment la zone la plus dangereuse d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, le chef d'état-major, le général Barmou, qui est un homme de terrain que tout le monde connaît. D'accord. C'est pour dire aux Nigériens que jamais notre pays n'a été entre de bonnes mains sur le côté sécuritaire que sous la présidence du général Tchani. Si ces 4 généraux, pour eux, ils pensent que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, ce ne sont pas ces civils véreux qui vont nous sécuriser. C'est-à-dire que si c'était ces civils-là qui étaient au pouvoir, on ne parlerait plus du Niger. Donc Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà ce que je voulais dire et faire en sorte également que chacun puisse contribuer à sa manière pour la réussite de cette refondation. La vraie indépendance, c'est maintenant ou jamais, je l'ai toujours dit, donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Ma soeur l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de se réorganiser pour revenir, et avant qu'ils ne reviennent, je pense qu'on doit être aussi debout et avoir une armée, l'une des meilleures d'ailleurs d'Afrique, pour faire face à ces envahisseurs-là qui sont en train de programmer leur retour. D'accord. Merci vraiment Abdel pour votre contribution vraiment à ce débat et tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de cette lutte anti-impérialiste. Vous avez commencé ça bien avant, il y a très longtemps, et on voit qu'aujourd'hui ça ne fait que continuer. Et ça fait plaisir de voir en tout cas des jeunes comme vous qui prennent les choses en main, ce que peut-être nos aînés il y a quelques années n'ont pas pu faire après les indépendances de 1960, parce qu'il y avait quand même, on se rappelle aussi de Djibo Bakary, qui voulait aller dans le même sens, mais malheureusement qui n'a pas eu le soutien nécessaire. Donc quand on voit aujourd'hui des gens comme vous qui sont en train de faire cette lutte, ça fait plaisir. Vraiment merci pour votre contribution. Ablaye, merci aussi pour votre contribution, tout ce que vous faites dans le cadre de vos activités au niveau de la société civile. Je le disais tout à l'heure, vous êtes l'un des acteurs clés vraiment de ces assises nationales et vous suivez ça pas à pas pour que les choses se passent bien, et ça fait plaisir aussi de voir que la jeunesse a pris conscience et tout ce que vous faites comme sensibilisation en relation avec Nathalie Yamou et d'autres activistes, ces conférences, vraiment il faut les multiplier pour la sensibilisation de nos jeunes, surtout sur cette question de désinformation que vous avez soulevée, parce que c'est très important. Quand on a la bonne information, souvent on est obligé de réagir et de savoir ce qu'on veut. Vraiment merci pour ce que vous faites. Madame, merci pour vous, merci pour tout ce que vous faites depuis en tout cas les événements du 26. Je rappelle que ça fait plusieurs séjours ici au Niger. Je sais que ce n'est pas à la fin aussi, vous allez revenir régulièrement. Et on vous suit de loin, tout ce que vous faites au quotidien aussi pour soutenir la cause des 3 pays de l'AES dans leur combat noble pour l'affirmation de leur souveraineté. Vraiment merci pour ce que vous faites. Et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur ce plateau. On vous cherchait depuis longtemps, maintenant bon, on a eu l'occasion. Et vous êtes là, on a vu cette
ces conférences que vous animez un peu partout, à Niamey, à Dosso, ça fait plaisir. Bientôt dans les autres régions du Niger, vous l'avez dit, c'est une question de timing qui vous manquait. Sinon, vous allez faire le tour du Niger à la rencontre de cette jeunesse qui doit vraiment avoir les vraies informations pour pouvoir savoir ce qui se passe à travers le monde et dans nos pays. Et ça fait plaisir de le voir. Vraiment, merci à vous. En espérant que vous allez revenir une prochaine fois pour débattre sur d'autres thématiques. Merci, on va s'arrêter là. Merci. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à Nathalie Yamb qui a effectué plusieurs séjours au Niger pour apporter son soutien aux autorités de la refondation et aux populations nigériennes dans cette lutte pour l'affirmation de notre souveraineté. Excellente soirée à tous. Au revoir.